Bonjour Manuel Valls. Bonjour Caroline. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une forme de naïveté du pays vis-à-vis du terrorisme? Non, mais c'est difficile dans une démocratie comme la nôtre, qui vit en paix depuis 70 ans, d'admettre que nous sommes en guerre, que le terrorisme nous fait la guerre, et surtout que cette guerre va durer 10-15 ans, le temps d'une génération. Donc il faut sortir, et c'est difficile à admettre, parce qu'il faut continuer à vivre tout simplement, mais il faut sortir, oui, d'une forme d'insouciance. Est-ce qu'il faut admettre quand on s'est trompé? Bien sûr. Quand Redouane Lagdim, lorsqu'on apprend qu'il était fiché S depuis 2014, qu'il était même suivi à un moment donné par les services de la DGSI, il faut reconnaître qu'il est passé entre les mailles du filet. De toute façon, quand il y a un acte terroriste, forcément, les terroristes sont passés entre les mailles du filet ou sous les radars. Les services de renseignement, les hommes et les femmes des services de renseignement intérieurs ou extérieurs, le renseignement territorial, le travail de la police et de la gendarmerie, ce travail est extraordinaire. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24. Mais à partir du moment où nous avons près de 20 000 personnes fichées dans les différents fichiers que nous avons, peu importe leur appellation, les Français s'y trompent. Mais en tout cas, 20 000 personnes au moins. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont radicalisés, qui épousent une idéologie totalitaire, qui va à l'encontre de nos valeurs, la démocratie, la liberté, la laïcité, qui sont pour beaucoup antisémites, qui détestent notre pays, qui détestent les valeurs universelles. Eh bien, il faut les traquer, c'est ce que font les services. Il faut les poursuivre, c'est ce que font les policiers, ce que font les magistrats antiterroristes, et il faut leur rendre hommage. Ce qui est compliqué, Manuel Valls, vous le savez bien, vous étiez aux responsabilités. Ce qui est compliqué pour les gens qui vous regardent ce matin, c'est que ça fait des années que ça dure, et ça fait des années qu'on dit aux Français, systématiquement, après chaque attentat, il était connu des services de renseignement, voire même il était fiché S, il était identifié comme étant radicalisé. Comment est-ce qu'on fait pour progresser, pour faire mieux systématiquement, voilà, on tire les leçons de tout ça a posteriori. Vous avez hier évoqué l'idée, par exemple, de rétention administrative pour des fichiers S. Immédiatement, le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, vous a dit « Attention, on se met hors du droit si on fait ça ». Est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des détentions a posteriori? Caroline, a priori, pardon, avant. Il y a beaucoup de questions, là, dans votre question, avec des Français, face à des Français qui sont évidemment choqués et qui pensent aux victimes et qui se disent « Mais ces attentats peuvent arriver n'importe où, pas seulement à Paris, pas seulement à l'occasion d'un grand rassemblement comme à Nice le 14 juillet 2016. Partout, dans nos villages, dans une petite ville que nous connaissons, que je connais bien, comme celle de Trèbes, et tuer des retraités, un agriculteur, un maçon, un boucher, un gendarme, un officier, un héros, chacun le dit, et il faut lui rendre hommage. Donc, il faut aussi rappeler que nous avons évité, qu'on continue à éviter bien sûr. beaucoup d'attentats. Mais oui, c'est normal qu'on se pose ces questions. Alors, permettez-moi de vous dire, nous allons devoir lutter pendant des années contre ces terroristes. Nous connaîtrons sans doute d'autres actes terroristes. C'est très difficile à dire, mais c'est malheureusement... Vous l'avez toujours dit. C'est malheureusement la réalité. Ce que vous n'avez pas toujours dit, c'est ce que vous avez dit hier. L'internement des fichiers S, par exemple. Ce que les Français demandent, et je crois qu'il faut admettre qu'on puisse évoluer, s'adapter en permanence, sans mettre en cause le travail des services, la continuité, parce que l'organisation que j'ai permis des services en créant la Direction générale de la sécurité intérieure, ce qui a été mis en œuvre par Bernard Cazeneuve, ce qui continue à être aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement, il faut garder l'unité nationale, doit permettre d'être le plus efficace possible. Alors qu'on s'interroge en effet sur ce qu'on fait sur un certain nombre de personnes qui sont fichées, dans le respect du droit, sous l'autorité du juge, bien évidemment, mais on peut en tout cas travailler sur cette question. Pas pour faire des déclarations. Précisément, travailler sur cette question, ça veut dire mettre en rétention administrative des gens qui sont seulement identifiés pour radicalisation? Un certain nombre de personnes, par leur comportement, à partir du moment où on consulte des fichiers qui prônent, des sites qui prônent un message de haine à notre égard, avec des menaces pour nos concitoyens, une action, en effet, peut être envisagée. Une action de droit, une action de justice, mais il faut neutraliser ces personnes qui représentent un vrai danger. On va se poser, c'est naturel, c'est normal, des questions sur ce terroriste, sur sa compagne qui semblerait avoir été fichée S aussi. Les Français, pas seulement les proches des victimes, pas seulement ceux qui ont vu cet acte terrible, mais vont se poser cette question. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut combattre de manière beaucoup plus déterminée l'idéologie qui porte
ce terrorisme, c'est-à-dire le salafisme. Alors là, vous avez une idée radicale, vous dites qu'il faut interdire le salafisme. Là aussi, certains vous critiquent en disant non, c'est la politique du coup de menton. Comment on fait Comment on fait pour interdire le salafisme? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Comment est-ce qu'on procède? Moi, je ne suis pas dans le coup de menton. Avec modestie, avec humilité, parce que ce sont des sujets très compliqués, mais il faut poser un certain nombre de questions, apporter bien sûr surtout des réponses. Donc, on ferme déjà des mosquées salafistes. On expulse des imams quand ils ne sont pas français. Ça va être le cas notamment d'un imam de Marseille. Mais comment on lutte davantage? Bien sûr, on n'interdit pas une idée. C'est toujours difficile. Mais le salafisme, l'islam politique, l'islam radical, celui aussi des frères musulmans, des organisations qui ont pignon sur rue dans notre pays, qui professent d'une manière ou d'une autre cette idéologie totalitaire, doivent être combattus. Qui s'en charge? Comme on combat les sectes. Qui s'en charge? La société. L'État, la société, les parlementaires peuvent traiter cette question. En tout cas, à partir du moment où il y a cette idéologie, j'ai rappelé hier sur une autre émission les dernières phrases du livre de David Thompson sur les revenants, qui rappellent ce que dit la propagande de l'État islamique. Ils disent « Nous avons perdu une bataille, mais nous avons gagné une génération qui connaît son ennemi ». Donc ça veut bien dire que ces milliers de personnes, d'individus radicalisés, représentent un danger. Ça veut dire que la solution, elle n'est pas économique, Manuel Valls, comme certains ont pu le penser dans les quartiers, considérant que quand la croissance sera revenue, quand il n'y aura plus de chômage, ça ira mieux. On ne combat pas une idéologie de mort avec des personnes qui pensent qu'en mourant et en tuant les autres, ils vont accéder au paradis. On ne combat pas une idéologie de mort quand il y a 1500 détenus de droit commun qui sont radicalisés dans nos prisons, quand il y a des milliers de personnes radicalisées dans les quartiers. Regardez ce qui s'est passé dans ce petit quartier de Carcassonne, et aussi parfois dans les universités. Un certain nombre de personnes, donc des gens de la classe moyenne, des intellectuels, qui portent également cette idéologie. On ne la combat pas avec les idées d'avant, comme on disait sur la délinquance. Grâce à l'économie, grâce à la baisse du chômage, on fera reculer cette idéologie. Cette idéologie, elle se propage pas seulement chez nous, mais en Europe, au Proche et au Moyen-Orient. Regardez où l'État islamique cherche à s'implanter, bien sûr en Afghanistan, au Pakistan en permanence, mais aux Philippines, en Asie, en Afrique, en Europe, où il y a des millions de musulmans et où l'islam, qu'il faut aider à combattre cette idéologie, est présente dans tous les pays. C'est une religion française aujourd'hui. Manuel Valls seront remis en liberté, donc susceptibles de passer à l'acte pour les premiers en 2022. Qu'est-ce qu'on en fait quand ils vont sortir? C'est sans doute avec ce que nous venons d'évoquer le sujet le plus grave. On ne peut pas expliquer à nos concitoyens qu'à travers le droit, ces personnes pourront demain sortir. Donc ce qu'il faut, c'est un suivi d'une puissance inégalée par rapport au danger qu'il représente dans la société. Après avoir purgé sa peine, on sera suivi à vie. Il faudra l'assumer de le dire comme ça. Il faut l'assumer. Vous savez, on peut terminer avec cela. Je me rappelle une discussion que j'ai eue avec un surveillant de prison qui m'a dit, à juste titre, que quelqu'un qui porte cette idéologie de mort ne sera jamais totalement déradicalisé. Donc ça veut dire que c'est notre sujet dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Manuel Valls-Savolans.